Hier soir, Issa Tiroma Bakary s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, livrant un long discours d'auto-investiture empreint d'émotion, de triomphalisme et de flagrantes contradictions. Oui, un texte qui présente comme l'adresse du nouveau président élu au peuple camerounais, mais qui, à l'analyse près, s'effondre sous le poids de ses propres incohérences, de ses oublis calculés et de ses reniements assumés. Ce que nous allons faire dans cette vidéo est donc de décortiquer ce discours, mot par mot, ligne par ligne, pour mettre en lumière les paradoxes d'un homme qui hier condamnait avec vigueur, avec véhémence, ce qu'il célèbre aujourd'hui. Car il ne s'agit pas d'un simple revirement, il s'agit plutôt d'un retournement total. Celui-là même qui, en 2018, on se souvient, dénonçait les proclamations hâtives et irresponsables de Maurice Kamto, s'érige aujourd'hui en président élu, autoproclamé, sans chiffres, sans procès-verbaux et sans preuves. Celui-là qui fustigeait les aventures dangereuses pour la paix nationale, les reproduit désormais presque mot pour mot sous le feu des projecteurs numériques. C'est dans ce travail que nous allons faire dans cette vidéo. Elle sera un peu longue. Nous allons donc confronter le Issa Tiroma de 2025 à celui de 2018. Nous allons rappeler ce qu'il disait hier pour mieux comprendre ce qu'il trahit aujourd'hui et surtout, nous allons démontrer comment, sous la pression des réseaux sociaux et des lanceurs d'alerte, acquis à sa cause, l'ancien porte-parole du gouvernement a basculé du camp de la raison à celui de la déraison virtuelle. Certes, vous allez nous dire que c'est pas le même contexte. Il était sous le coup de la pression, comme sa fille a semblé nous dire au cours d'une sortie sur les réseaux sociaux. Mais commençons d'abord par regarder une partie de son discours de 4 minutes prononcé cette nuit. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, dès l'entame, on voit un Issa Tiroma Bakary qui est très fatigué et qui essaye de s'exprimer dans un ton presque messianique, comme s'il sortait d'un dépouillement officiel. Pourtant, il sait que ni Elekam, ni le Conseil constitutionnel n'ont encore proclamé les résultats. Aucune compilation authentifiée n'existe à ce moment précis. Ce discours, sous des airs patriotiques, n'est qu'une mise en scène calculée. Il cherche à faire croire au peuple qu'une victoire est déjà acquise avant même que la vérité des urnes ne parle. En communication, on appelle cela la stratégie d'occupation psychologique qui consiste à imposer l'émotion avant la preuve, le récit avant les chiffres. Pour ceux qui ont fait communication politique, ils savent de quoi je parle. Ici, Issa Tiroma Bakary ne s'adresse pas aux institutions, mais à la république des réseaux sociaux où la proclamation virtuelle vaut pour lui plus qu'un procès verbal. Ce ton triomphal traduit moins une victoire réelle qu'une peur d'être effacé très rapidement du paysage politique. Il est en train de préparer quelque chose. Ça peut être le chaos, je ne sais pas, mais il est en train de préparer quelque chose. Écoutons maintenant le passage le plus révélateur du discours d'Issa Tiroma Bakary, qui reste sans doute celui où il annonce avec un aplomb calculé la publication prochaine d'un rapport détaillé des votes région par région, conformément à l'article 113 du Code électoral. On regarde. dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans le bureau de vote nationaux et dans la diaspora. Alors, ici,
Tiroma veut donner à son discours une allure de légitimité, mais qui, à regarder de plus près, relève d'une manipulation pure et simple du texte de la loi. En effet, l'article 113 du Code électoral camerounais ne confère aucun droit à un candidat de publier les résultats d'un scrutin. Non! Il régit exclusivement le processus de centralisation et de proclamation par Elections Cameroun sous la supervision du Conseil constitutionnel, deux institutions indépendantes garantes de la transparence du vote. Autrement dit, seul Elections Cameroun peut compiler et publier les chiffres officiels issus des procès-verbaux après vérification et validation par les commissions électorales départementales, régionales et nationales. Tout le monde le sait et Tiroma est le premier à le savoir. Mais au-delà du texte, c'est la faisabilité même de sa promesse qui soulève un véritable problème et un doute. Comment le FSNC pourrait-il prétendre publier un rapport alors que son parti n'avait que 1700 représentants sur 32 684 bureaux de vote? Cela signifie que plus de 26 000 bureaux de vote répartis dans les 10 régions du pays et même au-delà lui échappent totalement. Car aucune présence, aucun procès verbal, aucune donnée fiable, il ne peut avoir rien de tout cela. Que compilera-t-il donc? La réponse est évidente. Ce soi-disant rapport n'existe pas et n'existera jamais. C'est une construction politique, mieux, un montage symbolique destiné à entretenir l'illusion d'une victoire techniquement vérifiable alors qu'elle ne repose que sur du vent. Derrière cette stratégie se cache un double objectif. D'abord, créer la confusion dans l'opinion en essayant de donner l'impression que plusieurs sources officielles existent alors que ce n'est pas le cas. Et deux, essayer de maintenir ses partisans en état d'excitation politique de manière permanente en leur faisant croire qu'une preuve est en préparation alors qu'elle n'est qu'une promesse fictive. Il n'aura jamais cette preuve. C'est une méthode éprouvée pour ceux qui connaissent un peu et ceux qui regardent comment ça se passe ailleurs. C'est une méthode éprouvée dans les guerres de communication post-électorale. Quand on ne peut pas démontrer la victoire, on invente la preuve et on la reporte à demain. Mais ce demain, on le sait très bien, n'arrivera jamais. On continue. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante. Mes chers compatriotes, le monde entier nous regarde. L'histoire nous observe. Soyons à la hauteur de ce moment. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain. En affirmant que sa victoire dépasse sa personne et qu'elle serait une sanction claire du régime, Issa Tiroma Bakary confond conviction et réalité. Aucune donnée, aucun chiffre, aucun procès verbal. Sa victoire repose donc sur une simple affirmation. Le mot plébiscite n'est ici qu'un slogan destiné à masquer le vide des preuves, parce qu'il n'en a pas. Et lorsqu'il déclare que le monde entier nous regarde, il cherche tout simplement à donner un poids universel à une proclamation qui n'a pas de base légale. Mais ni le monde, ni l'histoire ne le regardent, il le sait très bien. Par contre, le monde et l'histoire observent le Cameroun réel, celui des urnes, pas celui des illusions numériques. Quand il réclame un coup de fil de félicitations, il s'enferme plutôt dans une contradiction grotesque. Rappelez-vous, le même homme qui refusait toute reconnaissance des présidents autoproclamés en 2018
exige aujourd'hui d'être félicité pour la sienne. Mais quelle contradiction, quelle ironie. Et sa conclusion, il dit, aujourd'hui commence le Cameroun de l'espérance. Bah, c'est une conclusion qui sonne creux. Il ne débute aucune ère au Cameroun aujourd'hui. Il clôt plutôt la vôtre, monsieur Tiroma, celle de votre crédibilité. Et votre discours n'est pas un message au peuple, mais à vous-même. Et à force de vouloir écrire l'histoire sans les faits, monsieur Tiroma Bakary s'enferme dans une fiction où la victoire ne se mesure pas en partage. La victoire se mesure dans les votes. Le monde ne vous regarde pas, monsieur Tiroma, mais la mémoire, elle ne l'oubliera jamais. Et cette mémoire, je vais vous la rappeler. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur Tiroma, en 2018, dans le tumulte post-électoral qui avait suivi la présidentielle, vous vous êtes imposé comme l'un des plus ardents défenseurs de la légalité républicaine, alors que personne ne vous avait rien demandé, mais juste parce que vous vouliez plaire à monsieur Biya. Et face à l'autoproclamation de Maurice Kamto comme président élu, vous aviez pris la parole sur plusieurs plateaux de chaînes de télévision au Cameroun pour dénoncer avec fermeté ce que vous qualifiez d'actes irresponsables, dangereux et attentatoires à la stabilité nationale. Et dans cet extrait, je vais vous rafraîchir la mémoire. On regarde. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mûs par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Le lendemain de l'élection, alors qu'on n'a pas réussi, même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter, il se proclame auto-élu. Nous avons affaire à monsieur, un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Oui, mais alors je vais vous dire, madame, une chose. Je ne voudrais pas parler du professeur Kamto. Je voudrais simplement, avec beaucoup de respect que je lui dois, rappeler simplement une chose. Ce pays nous appartient à nous tous. Le Cameroun est un usufruit pour lequel tous nous devons être des gardiens et des protecteurs. Nous avons le droit de jouissance, mais personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. C'est pour cette raison que nous devons nous organiser pour empêcher tout perturbateur qui passe au travers. Et puis le professeur, il est professeur de droit. En prenant cette position, il sait à quel risque il s'expose. Est-ce que vous voyez l'ironie de l'histoire? Les mots qu'Issa Tiroma a prononcés en 2018 pour fustiger Maurice Kamto se retournent aujourd'hui contre lui-même, tel un miroir cruel. À l'époque, Tiroma se dressait en défenseur intransigeant de la République, en gardien de la légalité et du bon sens. Il accusait même Maurice Kamto d'être, comme vous l'avez vu tout à l'heure, fasciné par le pouvoir, d'agir sous le coup de l'émotion et de mettre en danger la paix nationale par une proclamation prématurée des résultats de l'élection présidentielle. Il appelait alors à empêcher tout perturbateur de troubler l'ordre établi au nom de la stabilité et de l'unité nationale. Mais 7 ans plus tard, c'est au mois d'octobre, le même Tiroma, face à la même situation, adopte exactement le même comportement qu'il condamnait hier. Le lendemain du scrutin présidentiel, avant même que les commissions de recensement n'aient terminé leurs travaux, il s'autoproclame déjà président élu. La boucle est bouclée, l'homme qui prêchait la prudence devient aujourd'hui le symbole même de la précipitation. Le moraliste d'hier devient aujourd'hui le protagoniste du désordre qu'il dénonçait avec fermeté. Et le contraste est saisissant. Oui,
le contraste est saisissant. En 2018, il mettait en garde contre l'émotion et la passion qui aveuglent l'intelligence. En 2025, c'est lui que l'émotion et la passion emportent. Il qualifiait Maurice Kamto d'illuminé professeur de droit qui savait pertinemment ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il est lui-même le professeur de politique qu'il prétend être et agit en homme inspiré par le feu du fantasme électoral. Pire encore, celui qui affirmait que personne n'a le droit de mettre le pays à feu et à sang contribue désormais à alimenter la confusion, l'excitation et la division à travers un discours sans fondement légal. Et donc, c'est lui qui veut mettre aujourd'hui le pays à feu et à sang avec ses partenaires étrangers, on le sait. Il a oublié que selon ses propres mots, le Cameroun n'est pas une propriété privée, mais un usufruit collectif qu'il faut absolument protéger. Ce revirement brutal ne révèle pas seulement une incohérence, il expose un reniement moral et politique. Issa Tiroma Bakari n'est plus le gardien du temple républicain qu'il prétendait être hier. Il est devenu aujourd'hui, pour moi, et je pèse mes mots, un contre-exemple même de la cohérence politique, le miroir inversé de ses propres sermons. Hier, il accusait Maurice Kamto d'être un perturbateur. Aujourd'hui, il occupe sa place, tient son rôle et reprend exactement ses mots. Donc, Tiroma sait exactement ce qu'il fait et que la rigueur de la loi s'abatte donc sur lui, comme il prédisait à Maurice Kamto en 2018. Regardons encore cet autre extrait. La loi donne à chaque parti politique d'avoir au moins 2 représentants par bureau de vote. Parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'il puisse donc se faire remplacer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble des 25 000 bureaux de vote. Pour que la revendication soit légitime, il faudrait qu'il présente à l'écart aux uns aux autres 25 000 noms identifiables avec numéro de téléphone et autres. 25 000. 50 000, pardon. Parce que si vous multipliez 25 000 bureaux de vote par 2 personnes qui doivent être dans chaque bureau de vote, vous aurez donc 50 000 personnes qui doivent être présentes. Il faudrait donc que toute revendication de bourrage des urnes, d'irrégularité, soit précédée par la mise à disposition des uns et des autres, le Conseil constitutionnel, délégant, et de toute personne de bonne foi et de bonne volonté qui voudrait comprendre que ces éléments-là soient mis à la disposition des uns et des autres pour crédibiliser une telle revendication. Faute de quoi? C'est simplement une mauvaise foi, une mauvaise volonté, et parce qu'ils sont donc probablement, je le dis sous réserve, je me demande s'il faudrait que je le dise, c'est de mauvais perdants. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret, déclarer urbi que vous êtes élu. À moins que vous ne soyez un élu. En 2018, Issa Tiroma Bakari expliquait avec une rigueur de juriste et un ton professoral ce qui fait la légitimité d'une contestation électorale. Certains me diront qu'il était sous la pression du régime, mais je vous dirai aussi que personne ne l'a forcé. Et d'ailleurs, personne ne lui demandait de faire cela. Il le rappelait donc alors que chaque candidat devait disposer d'un réseau complet de représentants sur l'ensemble du territoire national à raison de 2 par bureau de vote. Pour lui, c'était la condition indispensable pour revendiquer un résultat crédible ou alors dénoncer une irrégularité. Nous avons tous regardé la vidéo. Mais les mots de Issa Tiroma Bakari, d'une clarté redoutable, sonnaient alors comme une leçon de droit électoral et même de morale politique. Issa Tiroma Bakari défendait la rationalité, la transparence, la méthode. Il appelait à la rigueur
à la preuve, à la responsabilité. Et ils fustigeaient avec véhémence ceux qui proclamaient leur victoire sans moyens concrets ni témoins sur le terrain. Mais une fois de plus, 7 ans plus tard, le même homme renie publiquement ses propres principes. Le 13 octobre 2025, sans attendre les résultats officiels, sans disposer d'un réseau national de représentants, il s'autoproclame à son tour président élu. Or, les chiffres sont implacables. Je vais vous dire, le FSNC, son parti ne comptait que 1700 représentants sur 32 684 bureaux de vote, comme je vous disais plus haut. C'est à peine 5% du territoire électoral national. 5%. En 2018, Tiroma exigeait 50 000 témoins pour crédibiliser la revendication de Maurice Kamto. Mais en 2025, il revendique une victoire sans même 2000 observateurs. C'est-à-dire, il n'a même pas 2000 observateurs, mais il revendique déjà sa victoire. Le professeur de logique d'hier est donc devenu l'élève de l'incohérence. Et selon sa propre grille d'analyse, il se condamne lui-même. L'homme qui hier dénonçait les mauvais perdants en incarne aujourd'hui la définition parfaite. Celui qui appelait au respect des institutions s'y substitue désormais. Celui qui prônait la transparence revendique aujourd'hui dans l'ombre. Ce reversement, ou alors ce renversement, n'est pas qu'un paradoxe, c'est une faillite morale. Tiroma, ancien porte-parole du gouvernement, professeur entre guillemets de droit en 2018 et chantre du respect républicain, s'érige aujourd'hui en caricature de ce qu'il combattait. Il ne cite plus la loi pour la défendre, mais pour la détourner. Et il ne parle plus du Cameroun comme d'un bien commun qu'il faut protéger, mais comme d'un podium personnel. En somme, ces mots d'hier le jugent mieux que n'importe quel adversaire aujourd'hui. Et chacun peut se faire sa petite idée là-dessus. L'histoire, elle, n'oublie jamais. Ça, c'est important de le rappeler. Elle a simplement changé de cible. Le candidat Tiroma d'aujourd'hui est condamné, il faut le dire, par le ministre Tiroma d'hier. C'était Bruno Bidjan. Ce qui frappe d'abord dans cette séquence, c'est la transformation spectaculaire du ton et du personnage. Bruno Bidjang, journaliste réputé proche du pouvoir, souvent présenté comme un défenseur du régime en place, s'en prend ici frontalement à Issa Chiroma Bakary. Une posture inattendue, presque déstabilisante, venant d'un homme dont le parcours médiatique a longtemps été associé à la protection du système. Ce revirement suscite la curiosité du public, mais aussi la méfiance de ceux qui connaissent le style de Bruno Bidjang. Un ton tranchant, un langage souvent ironique et une volonté de frapper fort pour marquer les esprits. Dès les premières secondes, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple critique politique, mais d'une mise en scène minutieuse. Le journaliste adopte le rôle d'un procureur médiatique, utilisant un vocabulaire méthodique, parfois mordant, pour déconstruire le discours d'Issa Chiroma Bakary. Il ne s'agit plus de commenter, mais de juger, d'exposer les contradictions d'un homme qui, selon lui, s'est perdu entre la rigueur d'hier et la précipitation d'aujourd'hui. C'est dans ce contraste que naît l'intérêt du public, voir comment un défenseur du régime retourne son arme critique contre l'un de ses anciens piliers. Cette démarche interpelle. D'un côté, elle peut être perçue comme un signe d'indépendance journalistique, la preuve que Bruno Bidjang peut oser critiquer même les siens. De l'autre, certains y voient une manœuvre de repositionnement politique, une façon d'accompagner le vent nouveau après l'élection, sans risquer d'être marginalisé dans le paysage médiatique. Dans un contexte où chaque mot est surveillé, où chaque opinion devient un signal d'alignement ou de rupture, cette sortie suscite autant d'admiration que de suspicion. Sur le fond, le propos de Bruno Bidjang repose sur un argument central, la contradiction flagrante entre le discours d'Issa Chiroma en 2018 et celui de 2025. En rappelant les mots exacts du ministre d'hier pour les confronter à ceux du candidat d'aujourd'hui, il construit une démonstration presque judiciaire. Le ton est assuré, les références précises, la chronologie soignée. L'effet recherché est clair. Montrer qu'Issa Chiroma Bakary, qui prônait hier la légalité, la prudence et le respect des institutions, est devenu celui qui défie aujourd'hui cette même légalité au nom d'une victoire non confirmée. Mais dans cette démarche,
il y a aussi un enjeu de perception. Car au-delà des arguments, la question se pose. Bruno Bijang cherche-t-il la vérité ou la victoire narrative? L'art du commentaire politique au Cameroun, comme ailleurs, repose souvent sur l'équilibre entre conviction et communication. Et dans cette séquence, le journaliste semble aussi préoccupé par la construction d'une image, celle d'un homme lucide, courageux, prêt à dénoncer les incohérences, même lorsqu'elles viennent d'un ancien allié. Ce positionnement habile séduit une partie du public lassé des discours univoques, mais il en irrite d'autres, qui y voient une stratégie de visibilité plus qu'un acte de courage. Cependant, il faut reconnaître à Bruno Bijang une réelle maîtrise du verbe. Il utilise les mots comme des instruments chirurgicaux, précis, incisifs, parfois cruels. Il sait où appuyer pour créer l'effet d'indignation. Lorsqu'il évoque le « retournement total » d'Issa Chiroma, il ne parle pas seulement d'un changement d'avis politique, mais d'une transformation symbolique, celle d'un homme qui s'est trahi lui-même. En plaçant côte à côte les phrases de 2018 et celles de 2025, il crée une sorte de miroir dans lequel se reflète la fragilité de la parole politique au Cameroun. Ce procédé, bien qu'efficace, pose aussi une question morale. Dans quelle mesure la critique d'un individu devient-elle le prétexte d'un règlement de compte collectif? Car, à travers Chiroma, c'est toute une génération politique que Bruno Bijang semble juger. Celle des anciens ministres devenus candidats, des porte-paroles devenus opposants, des fidèles d'hier cherchant une seconde vie politique après avoir longtemps servi le pouvoir. Son discours dépasse donc le cadre d'une simple opposition entre deux hommes. Il illustre la crise de confiance entre le peuple et ceux qui prétendent le représenter. Et dans cette logique, Bijang apparaît comme le porte-voix d'une exaspération populaire, celle d'un peuple fatigué des retournements, des promesses et des discours sans constance. Mais il serait injuste d'ignorer l'autre face de la pièce. En s'érigeant en juge des contradictions d'autrui, Bruno Bijang s'expose lui-même à l'analyse. Car nombreux sont ceux qui rappellent que lui aussi, par le passé, a changé de ton selon les circonstances politiques. Sa défense du régime, ses critiques sélectives, sa proximité supposée avec certains cercles du pouvoir, tout cela alimente une méfiance persistante. Certains se demandent donc si cette sortie virulente contre Issa Chiroma ne serait pas un moyen de se repositionner à moindre coût, en suivant la tendance sans perdre son capital médiatique. C'est cette ambivalence qui rend le discours de Bruno Bijang si fascinant, entre la sincérité et la stratégie, entre l'analyse et la manœuvre. Il parle fort, il parle juste parfois, mais il parle aussi pour être entendu. Et dans le contexte actuel, chaque mot pèse. Index revers pointant vers la droite blanc si tu lis ceci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de cette analyse et surtout de partager cette vidéo pour que d'autres Camerounais puissent aussi réfléchir à ces contradictions politiques qui marquent notre pays. C'est ensemble que la vérité avance, jamais dans le silence. Le Cameroun est traversé par des tensions sociales, économiques et politiques profondes. Mais ce que révèle cette altercation télévisée entre professeur Baebek et le jeune intervenant, c'est plus qu'un simple choc de génération. C'est un miroir tendu à toute une nation. Un pays où l'intellectuel, censé éclairer le peuple, se retrouve parfois prisonnier de la posture de supériorité. Et où la jeunesse, censée incarner le renouveau, se perd souvent entre colère, désillusion et rébellion verbale. Le professeur Baebek, connu pour son franc-parler et sa posture d'homme de science engagé, a voulu rappeler la rigueur du raisonnement. Mais sa manière, perçue par certains comme condescendante, a cristallisé l'irritation d'une génération qui ne veut plus être sermonnée. Le jeune intervenant, lui, n'a pas manqué de courage. Il a tenu tête, parfois avec maladresse, mais avec sincérité. Il voulait dire au professeur, « Nous en avons assez des théories, nous voulons du concret. » Et c'est là que tout s'est joué, entre la vérité des mots et la forme du discours. Sur le plan politique, cette scène révèle un malaise profond dans le rapport entre les élites et la jeunesse. Depuis des décennies, les Camerounais entendent les mêmes discours, promesses, analyses, explications, mais peu de changements visibles. Alors quand un jeune ose défier un intellectuel public, il ne le fait pas seulement pour lui. Il parle au nom d'une génération frustrée, souvent exclue du débat national. C'est la voix d'une jeunesse qui en a assez d'être réduite à une simple force de mobilisation pendant les élections. Mais attention, cette confrontation n'est pas seulement une question d'ego ou de génération. Elle symbolise une fracture culturelle dans le pays. Une fracture entre ceux qui croient encore au débat rationnel et ceux qui pensent que le système est devenu sourd à la raison. Baebek représente une classe intellectuelle qui croit à la parole, à la logique, à la hiérarchie du savoir. Le jeune, lui, incarne une jeunesse numérique, spontanée, impatiente, qui ne croit plus aux longues dissertations pour changer les choses. Ce duel verbal, en apparence anecdotique, a donc réveillé un vieux débat, celui du rôle des intellectuels dans la société camerounaise.
Doivent-ils rester dans la théorie ou descendre dans l'arène politique pour agir? Doivent-ils éduquer ou écouter? Car au fond, l'un comme l'autre ont raison sur un point. Le Cameroun a besoin de changement. Mais ce changement ne viendra ni de la seule indignation des jeunes, ni du seul savoir académique. Il viendra d'une rencontre entre expérience et audace, entre mémoire et vision. Et si l'on regarde plus profondément, cette scène traduit aussi la crise de confiance généralisée dans les institutions. Beaucoup de jeunes ne croient plus à la parole publique. Ils doutent des experts, des professeurs, des politiciens, des médias. C'est pourquoi chaque débat tourne vite à l'affrontement. Chacun veut avoir raison, au lieu de chercher la vérité. Cette perte de confiance transforme chaque plateau télé en ring, chaque opinion en attaque, chaque désaccord en guerre d'ego. Mais il faut le dire clairement, ni le professeur, ni le jeune intervenant ne sont les véritables adversaires. Leur opposition masque un combat bien plus grand, celui d'un peuple contre le découragement, contre la résignation. C'est un peuple fatigué d'attendre que les choses changent d'en haut. Un peuple qui commence à se dire que le savoir n'a plus de valeur s'il ne produit pas d'impact concret. Et pourtant, c'est là que se trouve l'erreur. Car sans connaissance, sans réflexion, sans débat, aucune transformation durable n'est possible. Cette altercation doit donc être vue non comme un scandale, mais comme un signal d'alarme. Elle nous dit que le Cameroun doit réinventer son dialogue national. Il faut apprendre à s'écouter sans s'humilier, à débattre sans se détruire. Baebek n'a pas tort de défendre la rigueur intellectuelle. Le jeune n'a pas tort de réclamer du concret. Mais les deux doivent comprendre que le pays n'a plus le luxe de se diviser entre ceux qui savent et ceux qui subissent. Le véritable enjeu, c'est de construire ensemble une parole nationale, claire, apaisée, constructive.